Oh, je croyais que j'étais... Oh. Non, je m'expliquais parce que je croyais que j'étais dans la table ronde et on me dit que non, je vais faire ex cathedra un petit exposé. Donc, je fais un petit exposé, que ce soit debout au pupitre ou assis ici, c'est exactement pareil. Je vais essayer de vous dire ce que pense le défenseur des droits et ce que je pense, moi, en tant que défenseur des droits, dans la mesure où c'est pas seulement depuis 5 ans et demi, naturellement, que je me suis intéressé à titre professionnel ou à titre personnel à cette grande question. D'abord, je suis très content d'avoir été invité à cette opération des 10 ans organisée par le ministère du Travail, le secrétariat d'État de M. Dussopt et puis les membres de la commission de labellisation et l'AFNOR pour promouvoir donc les 10 ans du label. Je rappelle, pour ceux qui éventuellement l'ignoraient encore, que le défenseur des droits, quoiqu'étant une personne, moi en l'occurrence depuis 5 ans et demi, mais est néanmoins une autorité administrative indépendante qui fonctionne depuis 2011, qui a été inscrite dans la Constitution, dans la révision constitutionnelle de 2008, mais qui, par rapport aux autres autorités administratives indépendantes, paraît un peu bizarre parce que c'est pas un collège, c'est pas un conseil, etc. C'est une personne entourée naturellement de 200 juristes et plus, et de 500 délégués bénévoles qui sont sur le terrain et qui reçoivent, qui traitent à peu près 80% des dossiers que nous traitons chaque année. Parmi nous avons 5 compétences aujourd'hui, de par la loi, et celle dont je parle maintenant, c'est lutter contre les discriminations directes ou indirectes prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ainsi que promouvoir l'égalité. Donc, j'ai traité l'an passé 96 000 dossiers, j'en traiterai cette année, je pense à la fin de l'année, 105 000. Là-dessus, il y en a un peu moins de 6 000 qui sont dans le champ des discriminations, car l'essentiel de mes activités porte sur les relations avec les services publics, encore que dans les relations avec les services publics, il y a un élément d'inégalité dans l'accès aux services publics qu'on peut aussi analyser comme une discrimination, même si ça n'est pas écrit dans la... Mais par exemple, il y a des inégalités territoriales d'accès aux services publics qui sont la façon d'appliquer dans la relation avec le service public le critère du lieu de résidence qui, comme l'a expliqué Yannick Lorty, est un des 25 critères de la lutte contre les discriminations. Non seulement je traite donc toutes les réclamations qu'on m'envoie, mais je suis aussi à la tête d'une action de promotion de l'égalité et de l'accès aux droits qui consiste à faire connaître les droits à travers, car je pense que dans l'accès aux droits, la pédagogie est essentielle, parce que ce qu'on constate dans l'accès aux droits, c'est bien entendu beaucoup de violations de l'effectivité des droits, mais on constate surtout beaucoup de non-recours aux droits. Et donc, pour qu'il y ait plus de recours aux droits, il faut la pédagogie qui explique qu'on a des droits et comment pouvoir les atteindre. Donc, faire connaître les droits à travers l'information des publics concernés, des actions de sensibilisation et de formation, par exemple auprès des plus jeunes, auprès des gosses, promouvoir des bonnes pratiques, intervenir naturellement auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer les cadres normatifs. 120 fois par an, 40 fois par an, pardon, je donne des avis au Parlement sur tous les sujets et je suis beaucoup consulté par les missions d'information, les commissions d'enquête, etc. Et j'ai une politique active de partenariat avec la société civile. Beaucoup de ceux avec qui on est partenaires sont ici dans cette salle. Et j'ai des comités d'entente, par exemple, dans les domaines des discriminations contre l'emploi ou contre le handicap, etc. Alors, premier point,
je pense que le label diversité, clairement, peut constituer un outil de conduite du changement efficace. D'abord, depuis qu'il existe, il a, et je l'ai écouté il y a encore un instant, considérablement enrichi le répertoire, je dirais, de l'action des dirigeants, des managers, avec toutes les multiples chartes, les contrats, les pactes, les accords, les conventions, qui mélangent à la fois des réalisations immédiates et des engagements que je qualifierais de politique. Et ça a beaucoup bougé. Après, reste à savoir ce que ça donne, mais ça a beaucoup bougé. C'est ensuite un indicateur utile qui peut permettre de détecter des discriminations, parfois systémiques, et sur cette base, donc, d'interroger, de déconstruire tous les processus sociaux qui conduisent à ces discriminations et notamment, dans une phase ultérieure, d'adopter des indicateurs non financiers qui permettent de détecter les discriminations. Ainsi, même si les discriminations et ô combien persistent, la mesure de la diversité relativement au sexe, au handicap et à l'âge a permis aux législateurs de mettre en œuvre une série de mesures portant des effets, quoique insuffisants, mais réels. Je prendrai un seul exemple qui est très simple. Les femmes dans les conseils d'administration, il est clair qu'on n'est pas encore arrivé à l'objectif, mais posons-nous simplement la question, si la loi n'avait rien prévu, où en serions-nous ? Il y aurait encore énormément d'entreprises qui pourraient s'interroger innocemment, je veux dire impunément, sur la pertinence de mettre des femmes dans les conseils d'administration. Aujourd'hui, c'est une interrogation qui n'existe plus, puisque le législateur a donné la réponse. Pour le label diversité, c'est la même chose. La procédure, donc, vous en avez parlé, est connue. Moi, dans cette procédure, il y a quelque chose que je note et qui m'intéresse beaucoup, c'est la mise en place d'une cellule d'écoute et de traitement des réclamations portant sur des discriminations supposées ou avérées au sein de l'organisme qui a obtenu le label. Et je l'ai d'autant plus remarqué que le cahier des charges de la labellisation renvoie en fait sur ce sujet aux recommandations que le Défenseur des droits avait publiées en 2012 dans un document établi avec la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui s'appelait « Mesurer pour progresser vers l'égalité des chances » et qu'on avait d'ailleurs, pour lequel la Commission européenne nous avait pourvu d'un financement, et qui est un document d'ailleurs que je vais actualiser en 2020, mais qui reste encore très opérant. Donc, l'engagement des organisations dans le processus de labellisation permet de créer à tous ces échelons une prise de conscience et des dynamiques d'action et de mobilisation, de la même façon, bien sûr, que l'enjeu du renouvellement fait qu'on reste tendu vers l'objectif et on s'efforce de pérenniser les dispositifs qui ont été déployés dans la première procédure pour obtenir le label. Mais tout cela étant très positif, ce que je veux dire, c'est que, essentiellement, il faut aller plus loin. Et je rejoins là, en ayant écouté la précédente table ronde, les observations qui ont été faites de deux points de vue tout à fait différents, par Agnès Salle, par exemple, ou par Yannick Lorty. D'abord, il faut garder, et je ne saurais trop le dire, une des premières interventions que j'ai faites comme défenseur des droits en arrivant en 2014, c'était devant l'Institut Montaigne. Je me suis disputé avec Claude Bébéar parce que je disais ce que je vais vous dire maintenant. Voilà. Donc, il faut garder à l'esprit les limites de la notion de diversité. Si la mesure de la discrimination renvoie à une norme et à un objet clairement établi, ce n'est pas le cas de la
diversité. La notion de diversité s'avère dépourvue de portée juridique. Identifier les différentes dimensions de la diversité semble dès lors complexe. Contrairement à la discrimination, aucun texte juridique ne définit la diversité. Mesurer la diversité vise davantage à refléter les proportions des différents groupes de personnes à l'intérieur d'une organisation, mais où est-ce qu'on est dans le bon niveau de diversité, ou est-ce qu'on est encore dans le mauvais niveau de diversité? La diversité visible, par exemple, d'être une femme, être handicapé, être noir. La diversité réelle, les opinions, la religion, les parcours scolaires et personnels, les expériences professionnelles, les origines territoriales, ne se recoupent pas nécessairement. En présumant que ça se recoupe, la diversité peut parfois participer à ce qui est, de notre point de vue, la pire des choses, l'essentialisation des personnes qui sont caractérisées par une différence visible. Et c'est pour ça qu'on retrouve, dans tout le travail que nous faisons à partir de données sociodémographiques, sur les baromètres de discrimination, que nous retrouvons le fameux camembert ou arc-en-ciel, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ou escargot, dans lesquels vous avez d'un côté la femme noire de 30 ans, avec plusieurs enfants, qui habite dans un quartier périphérique, et de l'autre côté du camembert, le monsieur blanc de 50 ans qui a fait des études supérieures et qui habite dans un quartier de l'Ouest parisien. Et cette appréciation, comme on dit aujourd'hui, mais en fait, c'est simplement mettre un mot sur une réalité sociodémographique, cette appréciation intersectionnelle est nécessaire parce qu'il faut éviter que la notion de diversité puisse participer à occulter, parce qu'il y a diversité, et qu'on est satisfait, à occulter la lutte contre les discriminations et les interdits légaux qui l'accompagnent, alors même que la diversification des salariés ou des agents ne constitue pas en soi un gage d'absence de pratiques discriminatoires. Je dis toujours que United Colors of Benetton, nos problèmes, il y a toutes les couleurs. Mais qui dit que dans les usines de Trévise, on traite également toutes les couleurs? Rien ne le garantit. Eh bien, c'est ça la question de la mise en œuvre de la diversité dans les organisations comme instrument ou pas de lutte contre les discriminations. D'autre part, et je le disais tout à l'heure, et on en a beaucoup parlé ici, trop souvent, les organisations labellisées limitent leur politique de diversité et leur politique antidiscriminatoire aux 3 critères du sexe, du handicap et de l'âge. Bien entendu, c'est le fondement de discrimination importante, je ne saurais le nier. Le handicap, c'est près du quart des réclamations pour discrimination que nous recevons, 22%. Mais qu'il s'agisse du secteur public comme du secteur privé, je pense que cette mobilisation sur le sexe, l'âge et le handicap répond plutôt d'abord à des exigences légales, à des contraintes qui existent, y compris dans le statut de la fonction publique, qu'à un volontarisme qui consisterait à s'attaquer au fondement de certaines discriminations, et en particulier, on l'a dit à l'instant, aux discriminations selon l'origine, dans lesquelles il y a trop peu d'investissements dans les organismes privés, trop peu d'investissements dans les politiques publiques, naturellement, alors que, aujourd'hui,
même si ce n'est pas, c'est seulement pour 15% la raison des réclamations que nous recevons, même si ça n'est donc pas le premier motif, c'est clair que ça reste très largement la vraie raison la plus large de discrimination. Mais c'est une raison qui est souvent non dite, qui est souvent avalée, intériorisée, et c'est d'ailleurs pour ça une des raisons pour lesquelles elle se poursuit dans notre société. Je terminerai simplement en disant que, à partir de ces observations, je crois que l'efficacité du label diversité en lui-même pourrait être encore renforcée. D'abord, je pense qu'il faudrait élargir, comme je viens de le dire, le spectre du label afin de faire progresser donc tous les organismes qui le veulent ou qui l'ont vers plus d'égalité. Je pense qu'il faudrait, première piste, demander aux candidats à la labellisation de se doter d'outils visant les discriminations fondées sur l'origine. C'était là où, je m'arrête là, où je me suis disputé avec Bébéard, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas de statistiques ethniques. » Et je lui ai répondu que le guide CNIL, défenseur des droits, mesuré pour progresser vers l'égalité des chances, propose des critères et des méthodes d'évaluation qui permettent de procéder au diagnostic interne, notamment sur les discriminations fondées sur l'origine. Nous retenons la possibilité de réaliser des enquêtes anonymisées auprès des salariés et des agents, d'étudier les fichiers ressources humaines, de faire procéder à des études extérieures à partir des données de l'entreprise. Il n'y a pas besoin de ce qu'on appelle, entre guillemets, les statistiques ethniques. On identifie notamment comme indicateur accepté et partagé en vue de diagnostic quantitatif le patronyme, la nationalité, le lieu de naissance. Ce sont des repères qui sont déjà très largement utilisés par les employeurs, les chercheurs, les spécialistes des relations humaines. Et il faut intensifier ce travail et je pense qu'il faut introduire ces données dans les futurs, à mon avis, labels diversité. Je pense aussi qu'il y a une deuxième voie, c'est de documenter plus largement les contentieux pour discrimination qui ont lieu au sein de l'entreprise ou de l'organisme public et de réfléchir aussi à la manière de mieux saisir la question des discriminations indirectes. Enfin, un combat que je mène pour l'instant sans succès, c'est d'introduire dans la loi des indicateurs non financiers de non-discrimination. On a fait des tentatives. Muriel Pénicaud a lancé ces 5 critères pour l'égalité entre femmes et hommes. Mais ça consiste plutôt à mesurer les effets que les causes. Je pense qu'il nous faut des indicateurs qui aillent plus loin, des indicateurs qui soient obligatoires, en tout cas pour, disons, les entreprises au-dessus d'une certaine taille, et qui soient en quelque sorte, c'est l'image que je prends toujours, comme la glace devant laquelle on passe tous les matins, quand on se rase ou quand on se maquille, et qu'on se demande quelle tête j'ai aujourd'hui. Eh bien, il faut qu'on ait, à travers les indicateurs, quelque chose qui réponde à la question « Qu'est-ce que j'ai fait en matière de non-discrimination hier, dans les 3 derniers mois, ou dans l'année qui vient de s'écouler ?» Et que l'indicateur me renvoie exactement la mesure sans que j'aie besoin d'aller la chercher. Mais il est là, à ma disposition. C'est donc un miroir. Car on le sait très très bien, encore aujourd'hui, et c'est le cas notamment pour l'égalité femmes-hommes, mais c'est le cas aussi pour les questions, par exemple, moins mises sur le devant d'orientation sexuelle. On a beaucoup de mal à savoir ce que l'on fait. Alors on se targue de certains résultats, et puis tout d'un coup on s'aperçoit que, ah oui, mais je n'ai pas nommé une femme depuis 3 ans dans tel ou tel service. Ah ben oui, mais c'est comme ça, personne ne s'en est aperçu.
Ben justement, il faut avoir les instruments pour s'en apercevoir. Et c'est ça la vraie politique qui peut être issue du concept basique, effectivement, de diversité. Voilà simplement ce que je veux dire. Je pense qu'il faut retenir deux choses. Si on veut avancer comme je le souhaite, pour ma part, et comme je crois qu'il faut avancer, on ne peut le faire qu'ensemble. Sur mes fameux indicateurs non financiers, j'ai toujours échoué parce qu'au Parlement, les représentants officiels des entreprises officielles s'y opposent au nom de « arrêtons la bureaucratie administrative, les nouveaux indicateurs, les nouveaux marqueurs, les nouveaux dossiers à faire, etc. Ça suffit, ça suffit ». C'est comme ça d'ailleurs que l'amendement Roudy a disparu dans la loi de François Rebsamen en 2013. Hein. Bon. Alors c'est remplacé par un truc informatique, mais je pense que ça n'aura pas du tout le même effet. Conjugué avec la fusion des instances représentatives du personnel, moi je demande dans 5 ans à mesurer où on en sera sur l'égalité femmes-hommes. Hein. C'est juste une mise en garde, hein, mais je me pose sérieusement la question. Bon. Mais donc, je pense qu'on ne peut pas le faire si les uns s'opposent aux autres, c'est clair. Et deuxièmement, il faut une impulsion politique. Et là, le défenseur des droits dit très clairement que depuis 10 ans maintenant, les politiques publiques de lutte contre les discriminations se sont considérablement affaiblies. On en a eu un signe qui est quand même un peu dérisoire. C'est que la seule lutte publique contre les discriminations, en dehors des lois qui proscrivent la discrimination, est aujourd'hui, dans la loi de février 2014 portée par François Lamy, sur la politique de la ville. Il y a d'ailleurs sur vos tables là un très beau document sur la politique de lutte contre les discriminations dans les contrats de ville. Mais à la limite, je pourrais aujourd'hui ne mener aucune politique publique de lutte contre les discriminations en dehors des 1500 QPV. C'est une vision de la France qui me paraît assez éloignée de la réalité.